Bonjour. Avant de commencer, je vous invite à un moment de silence, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue à la séance publique du Conseil municipal du mardi 2 juillet 2024. Je débute en souhaitant la bienvenue aux nouveaux résidents de Saint-Hyacinthe. Pour découvrir tout ce que notre ville a à offrir, je vous encourage à visiter notre site Internet. Vous y trouverez une mine d'informations sur nos services municipaux, nos parcs, nos événements et bien plus encore. N'hésitez pas à explorer et à vous impliquer dans notre belle communauté. J'aimerais maintenant prendre un moment pour exprimer au nom de l'ensemble du Conseil municipal nos préoccupations au gouvernement provincial concernant la planification à long terme des infrastructures scolaires sur notre territoire. Nous déposerons d'ailleurs ce soir une résolution à ce sujet. Le recours croissant aux classes modulaires, des classes aménagées temporairement et annexées à l'école existante, relève des lacunes importantes et souligne l'urgence de trouver des solutions durables. À Saint-Hyacinthe, les classes modulaires sont interdites. Cependant, pour ne pas pénaliser les élèves, nous nous voyons contraints de tolérer ces structures temporaires qui sont de plus en plus fréquemment utilisées par le Centre de services scolaires pour pallier le manque de classes pour les élèves. Cela reflète un mode de gestion réactif et à court terme de la part du ministère de l'Éducation qui devrait être remplacé par une planification concertée et à long terme avec tous les acteurs concernés. Nous déplorons particulièrement que la Ville soit informée des projets de construction d'écoles à la pièce et que les demandes de permis soient déposées tardivement, parfois même une fois le chantier déjà amorcé. Nous comprenons que cette situation découle en grande partie du fait que le Centre de services scolaires est tributaire des décisions du ministère de l'Éducation. Cependant, cela nous oblige à accorder des dérogations, une solution qui devrait être réservée aux situations exceptionnelles et non devenir la norme en raison du manque de planification. Le Conseil municipal de Saint-Hyacinthe déplore vivement cette situation. Les classes modulaires ne sont pas une solution durable, mais plutôt une illustration d'un malaise grandissant dans la gestion des infrastructures scolaires. Nous demandons donc au Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe de revoir ses pratiques de planification dans le but d'élaborer des solutions à long terme. Une concertation rigoureuse et proactive est essentielle pour répondre adéquatement aux besoins éducatifs de notre communauté. Les enjeux de financement sont également problématiques. La Ville est désormais responsable de fournir les terrains nécessaires à la construction des écoles, une tâche complexe dans notre contexte urbain. Nous devons acheter, démolir les constructions existantes et décontaminer les terrains avant de les céder au Centre de services scolaires. Comme nous l'avons déjà affirmé, nous déplorons vivement ce transfert de responsabilité financière du palier du gouvernement provincial au municipal, qui n'est assurément pas accompagné d'une décentralisation du pouvoir décisionnel, ce qui entrave notre capacité et celle du Centre de services scolaires à planifier efficacement l'offre de services scolaires sur notre territoire. Nous espérons que notre appel sera entendu et que des mesures concrètes seront prises pour améliorer la planification et la gestion des infrastructures scolaires pour nos citoyens et citoyennes et les générations à venir. Excusez-moi. Cette situation n'est pas unique à Saint-Hyacinthe. Bien des villes sont confrontées aux mêmes enjeux. À titre d'exemple, la ville de Val-David doit exproprier un terrain représentant un coût estimé à 29 millions de dollars, alors que le budget annuel de cette municipalité est de seulement 12 millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Voilà pourquoi des solutions à l'échelle nationale doivent être déployées. Je poursuis sur une bonne nouvelle. Le 20 juin dernier, nous avons officialisé la construction du projet de mission Unité aînée
qui permettra la création de 100 nouveaux logements abordables pour aînés autonomes. Une cérémonie de pelleté de terre a eu lieu sur le site du projet, soit l'ancien pavillon Desjardins de la médiathèque mascoutaine, en présence de nombreux dignitaires et partenaires. Il s'agit même de la première pelletée de terre des 10 projets de construction de Mission Unité Aînée. Les travaux de construction devraient durer moins de 2 ans. Une fois terminés, Habitation Masca assurera la gestion de l'immeuble et la sélection des personnes qui y résideront. J'en profite pour remercier chaleureusement toute l'équipe d'Habitation Masca, sous la direction de M. Jean-Claude Ladouceur, ainsi que l'Office d'habitation des Mascoutins et d'Acton, sous la direction de M. Olivier Griffin, qui travaille d'arrache-pied à longueur d'année pour aider nos citoyens et citoyennes à avoir un toit au-dessus de leur tête. Soyons clairs, il y a bel et bien une crise du logement ici et partout au Québec. Heureusement, et grâce au travail d'Habitation Masca et de l'Office municipal d'habitation des Mascoutins d'Acton et de leurs partenaires au sein des organismes communautaires, la crise du 1er juillet est bien moins pire ici qu'ailleurs. Bien que la situation demeure délicate, elle est néanmoins sous contrôle. Et nous poursuivrons les efforts pour répondre aux besoins de nos citoyens et de nos citoyennes. Merci à tous les acteurs du milieu pour cet effort concerté. En prévision des déménagements à venir sur notre territoire, une collecte de gros rebuts aura lieu dans les différents secteurs au moment suivant. Le secteur 3 aura lieu demain, le 3 juillet, le secteur 4, jeudi, le 4 juillet, le secteur 5, vendredi, le 5 juillet. Je tiens toutefois à rappeler que la meilleure alternative pour vos objets est leur réemploi. Pensez à leur donner une seconde vie. Les informations concernant les rebuts acceptés lors de la collecte sont disponibles sur le site Internet de la Régie au www.riam.québec. Chaque année, la vague des déménagements est malheureusement accompagnée d'un nombre élevé d'abandons d'animaux de compagnie, particulièrement des chats. Cette situation engendre plusieurs enjeux liés à la présence de chats errants et de chats domestiques circulant librement sur le territoire. À Saint-Hyacinthe, nous faisons face à une importante population de chats, ce qui entraîne des problèmes tels que la surprédation, la compétition entre espèces et la propagation de maladies. Par exemple, bien que le chat ne soit pas un prédateur naturel des oiseaux, il est l'une des causes majeures du déclin des populations d'oiseaux. En plus de ces impacts environnementaux, les chats eux-mêmes sont exposés à divers risques, tels que des collisions avec des véhicules, l'exposition à certaines maladies et parasites. Pour limiter ces problèmes, notre règlement 30 interdit à toute personne de nourrir un chat dont elle n'est pas le gardien. En plus de respecter ce règlement et en tenant compte des enjeux mentionnés précédemment, nous vous invitons à adopter les bonnes pratiques avec vos chats domestiques pour les protéger et éviter la prolifération des chats en libre circulation, ainsi que les inconvénients qu'ils peuvent causer. Faites stériliser vos chats, gardez-les à l'intérieur des limites de votre propriété, faites-les vacciner, évitez de les nourrir si vous n'êtes pas leur gardien. Nous reconnaissons que le sujet des chats est délicat et suscite beaucoup d'émotions. Toutefois, il est essentiel de parler franchement de ces enjeux bien documentés et analysés pour lesquels des solutions existent. Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. Passons maintenant au sujet d'environnement. Depuis hier, il est interdit d'arroser sa pelouse jusqu'au 31 juillet. Pour assurer l'application de cette réglementation, nous augmenterons la présence d'inspecteurs sur le territoire. Vous pouvez consulter la réglementation complète sur notre site Internet au www.st-hyacinthe.ca/O. Depuis plusieurs semaines, nous avons multiplié nos appels à tous pour informer la population de cette mesure visant à protéger l'eau potable. Je tiens néanmoins à vous rappeler l'importance de rester informé des actualités mascoutaines. Cela relève également de votre responsabilité. Les divers canaux de diffusion pour partager l'information sont les suivants. La séance du Conseil, la radio locale Boom FM,
les médias sociaux, les journaux, l'infolette de la ville, les communiqués de presse, nos bulletins municipaux, divers dépliants qu'on produit, les panneaux numériques de la ville, le site Internet et la télévision dans les bâtiments municipaux. La Ville de Saint-Hyacinthe utilise tous les moyens possibles pour vous transmettre les informations pertinentes. Cependant, il est essentiel que chacun fasse sa part pour s'informer adéquatement. Je compte sur votre collaboration pour adhérer à cette initiative positive sur notre environnement. Et il n'y a pas de question de dire « je n'étais pas au courant du règlement » parce qu'on fait tout en notre pouvoir pour vous informer. Que si jamais il arrive une problématique, ce n'est pas une bonne façon de plaiter son constat en disant « je n'étais pas au courant » parce que la Ville de Saint-Hyacinthe travaille très fort pour vous en informer. Passons maintenant aux activités culturelles. J'aimerais parler brièvement de notre bibliothèque Théa Saint-Germain et de certaines irrégularités en matière d'accessibilité universelle. À la suite du témoignage d'une citoyenne en séance publique en décembre dernier, nous avons immédiatement entrepris plusieurs vérifications du bâtiment. Nous avons également organisé 2 visites exhaustives de la bibliothèque. La première en compagnie d'organismes locaux travaillant avec des personnes ayant un handicap et la deuxième avec des représentants du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie-Ouest et de l'Institut Nazareth et Louis Braille, détenant une expertise en matière d'analyse de l'accessibilité. Je tiens également à mentionner que dès la préparation des plans à l'automne 2020, nous avons sollicité l'accompagnement du CISMO et de l'INLB pour nous assurer que les plans respectaient les derniers standards établis. Malheureusement, en raison de la crise de la COVID-19, ces organismes n'ont pas pu offrir leur soutien comme prévu en amont de la réalisation du projet. Cette situation exceptionnelle a pu contribuer à l'omission de la largeur non conforme de 2 portes d'accès aux toilettes à mobilité réduite, les seules irrégularités d'accessibilité observées sur l'ensemble du chantier. L'accessibilité universelle est complexe et certaines adaptations peuvent être bénéfiques pour un groupe, mais problématiques pour un autre. Par exemple, une fontaine d'eau accessible pour les personnes à mobilité réduite peut représenter un danger pour une personne avec un handicap visuel, si la canne ne peut détecter sa présence. Malgré ces défis, les rapports des organismes ayant effectué les visites soulignent de nombreux éléments favorables pour l'accès aux installations et services pour les personnes vivant avec une déficience physique. Nous sommes également proactifs en effectuant des modifications supplémentaires pour améliorer l'accessibilité, comme l'installation d'ouvre-portes automatiques, l'achat de lumière avec interrupteur à hauteur accessible et de chaises avec appui-bras et dossiers pour un meilleur support. Nous sommes extrêmement fiers de notre bibliothèque, un lieu adapté et apprécié qui continuera de s'améliorer. Je félicite notre personnel pour sa rigueur et son engagement exemplaire dans ce projet. Comme pour une nouvelle maison, des ajustements sont nécessaires, mais notre détermination à assurer une accessibilité universelle reste une priorité. Je vous invite chaleureusement à visiter notre bibliothèque et à profiter de toutes les installations offertes. Si d'autres éléments suscitent des questions en lien avec l'accessibilité, que ce soit à la bibliothèque ou ailleurs dans les parcs d'infrastructures de la Ville, dans le parc d'infrastructures de la Ville, merci de nous prévenir et de nous aviser. J'aimerais maintenant faire un bref retour sur les festivités de la Fête nationale qui se sont tenues il y a un peu moins de 2 semaines. Le 23 juin dernier, près de 3000 Mascoutains et Mascoutaines se sont rassemblés au parc Casimir-Dessolles pour le spectacle de la bottine souriante qui nous a offert une excellente performance. Quant au rendez-vous urbain, ils ont accueilli, malgré la température exécrable, quelques centaines de spectateurs pour le spectacle de Barbeau. Toutes nos félicitations au service des loisirs, au service des travaux publics et à tous nos partenaires pour ce tour de force. Ce soir, c'est le grand départ des Beaux Mardis de Casimir à 19h30 avec l'Orchestre philharmonique de Saint-Hyacinthe et Marco Cagliari. De mon côté, j'y serai la semaine prochaine pour le spectacle de Francis de Grandpré. Et voici, pour M. de Grandpré et les autres, parce qu'habituellement, je suis toujours présent. Et voici la programmation du reste de l'été. Le 16 juillet, Marilyn Léonard, Farfadet et Freds. Le 23 juillet, Mélissa Bédard.
le 6 août, Caen, et nous terminerons notre saison des Beaux Mardis de Casimir le 13 août avec la performance de Bleu Jeans Bleu à ne pas manquer. Je vous rappelle que tous ces événements sont gratuits. Soyez-y, on vous attend en grand nombre. N'oubliez pas que le lundi 29 juillet prochain aura lieu la Journée des résidents à l'Exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale offre un tarif préférentiel aux résidents de Saint-Hyacinthe. C'est un événement à ne pas manquer. Si vous êtes à la recherche d'activités à faire à Saint-Hyacinthe, maintenant que l'école est terminée, la Ville en offre plusieurs pour tous les goûts. Piscine extérieure, disque golf, pickleball, planche à pagaie, faites votre choix. Pour tous les détails ou encore pour vous inscrire, consultez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Pour célébrer l'été, vous êtes aussi invités à la fête de votre quartier au centre communautaire le plus près de chez vous. Voici les dates à retenir, les dates qui sont restantes, parce que certains quartiers, que leur fête communautaire est déjà passée, pour la Providence de mémoire et pour le quartier Notre-Dame. Pour ceux qui sont à venir, le quartier Bourgeois le 5 juillet, le quartier Saint-Joseph le 12 juillet, le quartier Douville le 8 août, le quartier Sainte-Rosalie le 10 août, le quartier Christ-Roi le 14 août et le dernier de la saison, le quartier Saint-Thomas-d'Aquin le 16 août. Participez en grand nombre. Du 10 au 14 juillet 2024 aura lieu la plus grande vente trottoir au Québec. Cet événement tant attendu, qui s'impose comme un incontournable estival, réunira une fois de plus les principaux pôles commerciaux de la ville de Saint-Hyacinthe, soit les Galeries Saint-Hyacinthe, le centre-ville de Saint-Hyacinthe, le M Rendez-vous Marchand et les autres commerces de la région dans une ambiance festive et conviviale. Cette année, la vente trottoir promet une expérience inoubliable pour toute la famille. En plus des offres spéciales et des rabais exclusifs dans les boutiques participantes, une variété d'animations et d'activités divertissantes seront proposées. Des jeux gonflables pour les enfants et adultes, aux démonstrations artistiques en passant par des activités sous la thématique du camping, il y en aura pour tous les goûts. J'en suis maintenant rendu à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville avant vendredi précédant la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens présents ici ce soir. La première question reçue en ligne, elle nous vient de M. Christian Laliberté. Bonjour. À la suite de la nouvelle signalisation d'interdiction de stationnement de remorques au centre nautique, nous avons remarqué une nouvelle signalisation de stationnement de 15 minutes maximum à la descente Cadorette. Faut-il comprendre qu'il est interdit de stationner une remorque de bateau d'aviron non motorisée pour une période de 2 heures, le temps d'un entraînement à cet endroit aussi? Merci. Merci pour votre question, M. Laliberté. Récemment, nos équipes ont découvert une erreur de signalisation à la descente Cadorette, indiquant un stationnement de 15 minutes sur une distance de 10 mètres. Cependant, le règlement stipule que ce type de stationnement doit s'étendre sur 60 mètres. Nous avons donc corrigé la signalisation pour qu'elle soit conforme au règlement. Cela dit, il est bel et bien interdit de stationner une remorque dans les rues, et ce, sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. Il s'agit du règlement numéro 1600. Je prendrai une première. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Madame les conseillères. Monsieur les conseillers. Rosaire Martin, district de Sainte-Rosalie. Moi, je reviens à la charge en cours cette année pour savoir quand est-ce que le débroussaillage va être fait, parce que la visibilité, à cause de la température qu'on a présentement, on n'a plus. Là, c'est très dangereux de sortir des cours. Bien, ce que je peux vous répondre, c'est que le Conseil s'est penché sur cette situation-là. On a ressorti ce que le ministère de la Mobilité durable et active, le ministère des Transports et de la Mobilité durable nous demande comme intervention, et ce, pour lequel il nous paye. La Mobilité active et durable nous paye pour 3 coupes dans la saison. Pour 2 coupes dans la saison, excusez, 2 coupes dans la saison du côté de la route 137. 137.
137, ils nous payent pour 2 coupes, alors que nous, la Ville de Saint-Hyacinthe, on en effectue 3 du côté de la route 137, mais pas du côté des résidents. Et le Conseil de Ville a décidé, de mémoire unanimement, de s'en tenir à ça parce qu'on en fait déjà plus que ce que le ministère nous paye pour. À ce moment-là, je pense que la balle serait dans le camp du ministère. Moi, je vous inviterais à contacter notre député provincial à ce moment-là pour lui dire que vous n'êtes pas satisfait de ce pourquoi la Ville nous sommes payés. Parce qu'on en fait déjà plus que ce qui nous est demandé par le ministère et pour ce pourquoi nous sommes rémunérés comme municipalité. Quand on était notre municipalité, on le faisait. Quand on a parlé avec M. Bernier au début, M. Bernier a dit « On va faire seulement ce que c'est que vous faisiez. » J'ai emmené les résolutions et j'ai emmené les chèques que je signais comme maire pour faire les travaux. Et il a dit « Vu que vous le faisiez, la Ville va continuer à le faire, va vous donner le même service que vous aviez antérieurement. » Et là, ça s'est fait dans les premières années. Et là, vous ne le faites plus. Mais pour nous autres, les citoyens, là, c'est la même sécurité. On ne voit pas. À ce soir, là, j'ai sorti le nez du char, puis la police s'en venait avec les flasheurs. Je l'ai vu à la dernière minute. Quand c'est rendu que la mauvaise herbe est 2 pieds plus haut que les véhicules, bien, c'est bien de valeur, mais il va arriver des accidents. Nous autres, on parle que c'est pour une question de sécurité. On vous demande à vous autres, c'est dans l'emprise de la route qui appartient au ministère des Transports, je vous l'accorde. Mais sauf que nous autres, on le faisait, et après ça, on venait et le ministère des Transports nous remboursait une partie. Il ne remboursait pas à 100 mais une partie. On demande d'avoir la même sécurité que tous les citoyens sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe. Bien, monsieur Martin, je vais vous répondre. Toutes les autres routes numérotées ont fait le même traitement. Ça veut dire que vous n'êtes pas traité mieux ou pire. Vous êtes traité comme toutes les autres routes numérotées. Et le conseil municipal a eu un rapport qui nous a été présenté par les travaux publics. Il y avait 3 possibilités. C'était de s'en tenir à ce que le ministère nous demandait et nous payait. C'était d'en faire un peu plus ou d'en faire beaucoup plus. Et le conseil de ville, majoritairement, mais même unanimement, à mon avis, a décidé de s'en tenir à ce qu'on faisait avant, de faire 3 coupes d'un côté. C'est une coupe de plus que le ministère nous demande et nous paye pour. Mais toutes les autres routes numérotées, ils ont toutes le même service et les mêmes privilèges. Ils ne sont pas mieux ou ils ne sont pas pires que vous, là. Puis je suis d'accord avec le fait qu'à l'époque, M. Bernier vous avait dit que ça se poursuivrait dans le temps. Mais là, à chaque conseil de ville, le conseil peut décider autrement. Et c'est ce que le conseil actuel a décidé. M. Côté veut répondre. Oui, M. le maire. M. Martin, comme à chaque année, je prends le temps de faire le tour avec vous, comme on l'a fait dans le passé, pour évaluer les endroits qui est vraiment un problème. Si vous vous rappelez, l'an passé, on était intervenu sur certains bouts même, on a fait presque au complet. Mais encore une fois, cette année, là, j'en prends l'engagement, puis chaque année, je fais la même chose. On va prendre le temps ensemble d'aller évaluer les endroits où c'est vraiment problématique, M. Martin, comme je l'ai toujours fait avec vous. Bon, merci. Merci, M. Martin. La deuxième question par Internet nous provient de Mme André Corbeil. Bonjour. En référence au dossier de la circulation lourde sur la route 224, secteur Noyau villageois Sainte-Rosalie, j'aimerais savoir où en est ce dossier. On m'a mentionné qu'il n'y avait eu aucun compte-rendu lors des rencontres avec le MTMD, le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ce qui m'a surprise étant donné que ce dossier est sur la table depuis plusieurs années. Comment faites-vous pour suivre l'évolution des sujets discutés sans compte-rendu? Est-ce qu'il y a présentement des suggestions d'alternatives pour la circulation lourde? Merci. Merci pour votre question, Mme Corbeil. Nous continuons nos discussions avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant la circulation lourde sur la route 224. Une nouvelle rencontre est programmée dans les semaines à venir avec le ministère et certains membres du Conseil. Nous serons alors en mesure de vous fournir des réponses à ce sujet parce qu'on pense qu'on va avoir très prochainement la réponse finale du ministère dans ce dossier-là. Merci beaucoup.
Si vous permettez, M. le maire. Monsieur Côté. Comme je l'ai mentionné à la dernière séance publique, le Conseil n'a pas été informé encore de la décision finale du MTQ et que, bon, tant qu'on n'a pas la décision finale, c'est ce que j'ai répété à la dernière séance, on n'a rien d'autre à ajouter pour l'instant, compte tenu qu'on est complètement, je dirais, dans l'ignorance de ce que le MTQ est en train de concocter pour la rue des Seigneurs. Alors, dès qu'on a l'information, je croyais que mon message avait passé par le Conseil il y a 2 semaines, mais je m'en excuse auprès de Mme Corbeil si elle n'a pas suivi les délibérations du Conseil. Alors, encore ce soir, sans doute qu'elle nous écoute parce qu'elle a posé des questions. Alors, voilà la situation. Merci, M. Côté. On en serait une deuxième question des membres dans la salle, parce qu'on n'a plus de questions Internet présentement. Bonjour, on m'entend? Vous pouvez le lever, si vous voulez. Oui. Bon, bien. Bonsoir, M. le maire, conseillère. Moi, Ghislain Houd, j'habite Saint-Hyacinthe. Donc, M. le maire, comme vous le savez déjà, un employé a divulgué nos informations sur le fait que nous avions porté plainte contre un entrepreneur à cet entrepreneur. Bien que l'entrepreneur avait déjà nos coordonnées, il n'avait pas à savoir le nom des plaignants. Ça ouvre la porte à des représailles et il y en a présentement. Après vérification de votre service juridique, c'est bel et bien arrivé et ils ont aussi dit que la Ville met actuellement des mesures en place afin de diminuer les risques qu'un préjudice me soit causé. J'ai demandé plus de précision auprès du service juridique pour être plus rassuré pour le futur, le processus, puis que ça arrive. Le service juridique m'a répondu que c'était confidentiel et m'a aussi répondu la semaine dernière quelques arguments qui n'ont rien à voir avec les événements, soit que si je ne voulais pas avoir de voisins, j'avais juste à pas acheter d'un milieu rural, ou encore de me considérer chanceux que ce soit cet entrepreneur-là plutôt qu'un autre groupe que je nommerai pas. Fait que ces réponses-là sont inquiétantes sur la compréhension que la Ville porte à cet événement et c'est très préoccupant. Comme citoyen, là, je ne suis pas rassuré, pas du tout, que quelqu'un a compris le message. Donc, vous devez comprendre que maintenant, là, moi, ça me porte préjudice. J'ai entrepris des démarches au civil contre l'entrepreneur, chose que, de toute façon, la Ville n'a pas à voir. Puis, j'ai dû faire appel à mon conseiller d'arrondissement pour qu'un règlement très simple, très évident soit entendu, parce que le service en question et le juridique ne trouvent pas ça si pire, même si l'entrepreneur excède 2 fois le règlement permis. Donc, une de mes 2 questions, mis à part la sensibilisation qui a été faite à l'automne dernier à vos employés au sujet de la confidentialité et de l'intégrité, à quoi faisait référence le service juridique quand il me disait mettre des mesures en place afin qu'aucun risque de préjudice ne me soit causé à la suite des récents événements? Mais ce que je pourrais vous répondre, M. Houd, à ce sujet-là, c'est que le conseil municipal ainsi que les employés, on a chacun un code d'éthique et de déontologie qu'on doit signer. Et il y a eu aussi un suivi qui a été fait auprès de l'employé, un suivi qui a été fait. Mais tout ce qui est de plus de nature personnelle en lien avec cet employé-là, ça a rapport avec les ressources humaines. On ne peut pas s'attaquer à ça. On ne peut pas parler de ça publiquement. Mais ce qu'on a fait comme Ville, c'est qu'on a un code de déontologie et d'éthique. Les employés ont été rencontrés, ils ont eu à le signer. Et il y a eu un suivi qui a été fait dernièrement, là, je ne me rappelle pas exactement quand, mais il y a un suivi qui a été fait avec l'ensemble des employés municipaux pour leur rappeler les consignes à respecter. Donc, si je comprends bien, c'est ce qui a été dit au mois de novembre auprès de tous les employés qui ont été renouvelés suite à cet événement-là. Probablement en novembre, si vous avez la date. Moi, je n'avais pas la date exactement en tête, là, mais... Sur le site de la Ville, là. OK, en novembre, exactement. Exactement. Donc, moi, c'est arrivé au mois d'avril-mai, fait qu'il ne s'est rien passé suite à ça. Bien, il s'est quand même passé que l'employé, il y a eu un suivi avec l'employé en question pour rappeler la bonne conduite. Puis c'est sur la lettre que le contentieux m'a envoyée. Ils me disent de mettre des mesures en place afin qu'aucun risque de préjudice ne me soit causé. Fait que là, j'en ai, là. Fait que c'est quoi les mesures qu'ils ont mis en place pour pas que là, j'en ai de préjudice, là, j'en ai.
Mais il y a toujours, on ne peut pas avoir un risque zéro, parce qu'on a mis en place un code d'éthique et de déontologie dans le but que nos employés, ainsi que les membres du conseil, parce que c'est deux codes différents, mais qui se ressemblent quand même beaucoup. On a mis en place un code d'éthique parce que ça nous est demandé par le gouvernement. Ça a été fait, ça a été présenté aux gens, les gens l'ont signé. Mais si vous me demandez, est-ce qu'il y a un risque zéro? Il n'y aura jamais de risque zéro parce que chaque personne, à un moment donné, peut aller dans le champ gauche. Vous comprenez ce que je veux dire? Il peut déroger de son code, mais là, je ne peux pas vous garantir que ça ne se reproduira plus, mais nous autres, comme ville, comme conseil de ville, comme élus, on souhaite que les employés adhèrent au code d'éthique et qu'ils ne dérogent pas au code d'éthique et de déontologie. Bon, moi, je peux vous faire une suggestion là-dessus. C'est de ne pas se mettre à risque, de ne pas parler à un entrepreneur plus qu'avec le citoyen. J'enseigne à chaque année des choses comme ça dans le cadre de mon travail. Puis, on ne se met pas à risque. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux bien croire que l'employé, il n'a pas voulu mal faire, là, mais s'il mis à risque, ça marche comme ça depuis des années. Il n'y a pas personne qui arrive à rien là, il est arrivé quelque chose, puis la personne ne laisse pas passer. Bien, vous dites que ça marche comme ça depuis des années. Moi, je suis dans ma 15e année. Non, mais je suis dans ma 15e année comme élu politique, 3e comme maire. Puis c'est la première fois que j'entends un dossier comme le vôtre, là. J'en ai jamais entendu. Ça va venir à ses oreilles comme ça m'est venu, puis que ça va être prouvable, puis qu'il va avoir le guts de mettre toute l'énergie, puis de venir au micro. C'est pas tout le monde, là. Oui. Mais en tout cas, je souhaite que ça ne soit pas une pratique répandue, puis j'ose croire que ça ne l'est vraiment pas, que votre situation, c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, puis qui arrive absolument jamais. Mais on ne peut pas dire que ça arrive jamais, puis on souhaite que ça arrive jamais, mais je ne peux pas vous garantir que ça n'arrivera pas dans le futur, mais c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Mais d'un autre côté, ce que je vous ai dit personnellement, parce qu'on s'est rencontrés la semaine passée, la plainte provenait de votre aide puis de votre clôture. Quand il aurait pu faire 1+1 quand même, mais ça ne défend pas notre employé, par exemple. C'est pas le 1. Mais ça ne défend pas notre employé. Monsieur le maire, Ouais. l'employé m'a nommé les 2 noms des citoyens. Là, communiquer, c'était pas juste mon adresse personnelle que déjà Ouais. le contracteur savait. Là. Ouais. Là, moi, l'employé m'a nommé 2 noms de ceux qui ont des plaignants. À ce moment-là, je ne les connaissais pas. Je suis nouvellement arrivé. Là, ça fait 2 ans. Je ne connais pas tout le monde. Puis, le contracteur me l'a dit, qu'il se l'est fait dire par... Vous savez, là, fait que c'est pas juste que parce qu'il y avait déjà nos coordonnées, puis il en aurait déduit. Je vous comprends. J'aurais peut-être pas dû aller là, mais d'un autre côté, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. On va passer à votre deuxième question. Bien, moi, je veux pas savoir l'employé, ce qu'il y a eu, le kit, là, peut-être que j'avais mal formulé ma question, là, je vous entendais tantôt. C'est quelle est la structure de mesures disciplinaires qui était en place à la Ville pour ce genre de faute? Je ne veux pas savoir ce que l'employé fait, mais une première offense de ce genre de faute-là, c'est d'ordre public de savoir c'est-tu on rencontre l'employé, c'est-tu une lettre, c'est-tu. Tu sais, il y a une gradation, là. C'est partout pareil, c'est pas juste à la Ville, là. Je travaille au gouvernement aussi, puis c'est. Fait que ça, là, on est en mesure de le savoir. Je ne veux pas savoir ce que l'employé a eu. De toute façon, je ne voudrais pas qu'il y arrive de quoi nous. Mais moi, ce que je peux vous dire par expérience qu'on a vu dans les derniers mois, dans les dernières années, c'est que ça peut aller d'une lettre au dossier de l'employé. Ce que j'en sais, c'est que cette lettre-là est dans le dossier pour un certain temps. Après un certain temps, la lettre n'est plus dans son dossier. Ça peut aller à des... On a vu dernièrement des congédiements, mais on n'est pas allé là souvent. On est peut-être allé là une fois. On est allé avec des suspensions. Suspensions des fois d'une journée, de 24 heures, des suspensions d'une semaine, de 2 semaines. Mais il y a des règles, mais pas des règles, mais il y a des choses qui sont faites. Puis c'est souvent fait par résolution mais en ce moment. Souvent, on nomme pas le nom de l'employé, on nomme le numéro d'employé. Mais on ne faisait pas ça jusqu'à un an. Là, maintenant, on y va par numéro d'employé. Mais il y a eu plusieurs sanctions qui ont été données dans les derniers mois. Même, on a congédié des gens parce qu'on n'avait plus nécessairement confiance, ou peu importe ce qui peut arriver, mais il est arrivé quelque chose de grave. On en a congédié, on en a suspendu pour un certain nombre d'heures, un certain nombre de journées, quelques journées, 1 semaine, 2 semaines, mais il y a plusieurs choses qui sont faites, mais ça, c'est un dossier ressources humaines qui nous présente un rapport. Après ça, il nous propose habituellement, on pourrait faire ça, on pourrait, mettons, congédier, on pourrait suspendre, et c'est le conseil en bout de ligne qui prend la décision finale. Mais tout ce qui nous est rapporté comme problématique avec un employé, c'est jamais pris à la légère, c'est toujours étudié
par nos ressources humaines qui font rapport au conseil municipal. Mais à la direction générale et par après au conseil municipal, c'est toujours fait avec un très grand sérieux et c'est pas pris à la légère, là. Je voudrais vous rassurer là-dessus puis rassurer les gens qui nous écoutent à la maison. OK. Donc, c'est ça. Moi, je pense qu'en proactivité, là, le service en question là, devrait aller faire un petit tour. Plutôt que juste de rester assis là-bas et conclure, parce que vous êtes deux qui êtes venus vendredi puis que vous avez vu vraiment ce que c'était. Fait qu'on ne fait pas juste chialer pour chialer, là. Donc, je vais prendre 30 secondes pour remercier David Olivier. Là, sa disponibilité, là, ça aide à endurer, je dirais, les technicalités là, de fonctionnaire. Là. Fait que tu réponds, puis ça, c'est une bonne chose. Mais d'ailleurs, c'est suite à... J'ai vu quelques courriels circuler à un moment donné. C'est suite à ça que j'ai parlé avec M. Huard en lui disant, je pense qu'on devrait aller rencontrer M. Hood pour voir ce qui se passe puis essayer de baisser un peu la pression. Parce que notre but, c'est qu'on réussisse à s'entendre avec vous puis que l'entrepreneur vous offre un service auquel vous vous attendez au niveau de la tonne du gazon. Là. Mais vous comprenez, mais notre but, là, on ne souhaite pas qu'il y ait des litiges entre citoyens puis que ça soit obligé de se rendre au niveau de la cause civile. Là. Notre but, c'est d'essayer de régler les problèmes, puis que ça se règle, puis que ça soit bien réglé. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a pris, peut-être pas 1 heure, mais entre 30 minutes puis 41 heures pour aller vous rencontrer, jaser. Puis ça a été une très belle rencontre. Vous avez été très gentils, puis on a discuté des problématiques, on a pris des notes. Moi, j'ai ramené ça à la direction ce matin, puis il y a des choses qui ont été faites. Je sais qu'il y a déjà du gazon qui a été coupé. C'est peut-être pas parfait. C'est peut-être pas parfait, là. Non, mais ce que je veux dire... C'est pas parfait. Non. C'est pas parfait. J'ai regardé par après. C'était juste comme pour me l'affirmer aujourd'hui. Ouais. Parce que j'ai 165 pieds de terrain. Il y a un petit 30 qui a été fait. Puis le reste de tout, le voisinage n'a pas été fait. Vous avez vu chez les voisins que je n'aimerais pas que ça avait l'air. Mais tout ça pour vous dire qu'on va suivre le dossier. Puis en principe, cette fameuse butte-là, puis l'arrière-butte doit être entretenue dans le temps. Ça ne sera pas facile, mais on va suivre l'entrepreneur pour lui exiger que la coupe soit faite aux périodes demandées. Mais on reste à votre disponibilité. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous nous faites signe, là. Passez par votre conseiller. Puis je sais qu'il va vous répondre. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, je suis toujours disponible pour vous répondre. Ça va me faire plaisir. C'est bon. Merci d'avoir pris le temps. Merci, M. Hood. On en est rendu maintenant à la période d'information des membres du Conseil. Je vais débuter avec M. Barré. M. Caron. Oui, M. le maire, chers collègues, citoyens, comme vous pouvez voir, nous avons, la plupart d'entre nous avons un nid de clown sur notre portable aujourd'hui. Bien, c'est qu'il y a un festival qui est la Ruelle vers l'Or. La Ruelle vers l'Or, c'est un festival qui va avoir lieu du 10 au 15 juillet au centre-ville, au 1855. La Ruelle vers l'Or et Sors ton clown, c'est un manifeste du bonheur, un inéluctable rappel du droit universel de chacun a droit au bonheur. La création d'un tissu social solide et solidaire, parce que le bonheur est créé par le partage et l'inclusion, un milieu vivant et créatif. Il va y avoir des ateliers de création, des ateliers de maquillage, création de costumes, des ateliers de jonglerie, du yoga, des prestations musicales, des œuvres d'art qui vont être exposées. Et il va y avoir aussi une présentation de films dans la ruelle en collaboration avec Cinémasca. Le 13 juillet au soir, bien, ça va être Charlie Chaplin, le cirque de Charlie Chaplin. Le jeudi, bien, on vous invite à venir voir les triplettes de Belleville. Et le jeudi, c'est ça, le jeudi, ça va être 3 films de l'ONF. Mais anyway, tout ça, bien, c'est un manifeste du bonheur qui va avoir lieu au 1855. Fait que je vous invite à venir participer à la Ruelle vers l'Or, qui est sa première édition. On va avoir du plaisir. Le 13 juillet, à 13h, on se déguise en clown et on fait une parade sur la cascade et on manifeste notre bonheur.
Et on va distribuer 600 nids de clowns aux gens qui vont être au centre-ville pendant cette parade-là. Fait que je vous invite à venir en grand nombre participer à la ruelle vers l'art. Fait que c'est un beau projet qui mijote dans ma tête depuis longtemps et qui là, se réalise aujourd'hui. Merci, M. le maire. Merci, M. Caron. M. Côté. Merci, j'ai rien à signaler, s'il vous plaît. Mme Pelletier. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, j'ai une citoyenne qui m'a écrit et le dossier traîne un peu en longueur. C'est un abattage d'arbres qui doit être fait. Et oui, elle est consciente qu'il y a une certification d'Hydro-Québec qui doit s'ajuster, mais le dossier date du mois de mars et autres. Et elle m'écrit en me disant qu'elle a eu un autre accusé de réception parce qu'on est au début de juillet, fait qu'elle a fait un suivi. Puis son accusé de réception, c'est le responsable, la personne responsable, vous avez répondu le 19 avril dernier. Alors, si on pourrait, je vais faire suivre ça à qui de droit, mais s'il vous plaît, revoir le tout pour nos citoyens. Alors, Merci, Mme Pelletier. M. Thériault. Bien, merci, M. le maire. Alors, considérant que le conseil siège très peu dans la période d'été, j'aimerais souhaiter à tous les Mascoutins une belle période d'été. Profitez-en. Vous savez que vous ne pouvez pas arroser votre gazon en juillet. On se reprendra au mois d'août. Et aussi, j'aimerais faire un peu... parler un peu du dernier intervenant qui est venu au micro, M. Hood, c'est bien ça? Vous savez, comme conseiller municipal, une des premières choses qu'on a à faire, c'est être votre porte-parole. Donc, peu importe le quartier, tout ça, le conseiller ou les conseillères municipales sont là pour vous représenter, être votre voix. Alors, si jamais il y a des problématiques, comme il s'est passé là-bas, n'hésitez pas, communiquez avec nous et on fera notre possible pour pouvoir vous orienter et vous aider pour différents sujets. Encore une fois, passez un très bel été. Merci, M. Thériault. M. Huard. Monsieur le maire, merci. Tout d'abord, je voulais remercier M. Houle d'être venu au micro puis d'avoir expliqué ses problématiques avec courtoisie, de bonne façon, puis je voulais le féliciter. Ensuite, le bonheur, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Comme mon collègue du centre-ville l'expliquait, bien, mes enfants ont eu beaucoup de bonheur parce que les citoyens du domaine sur le Vert sont des fois entre deux. Est-ce que je vais au loisir Douville? Est-ce que je vais au loisir La Providence? Je suis allé faire un tour avec les enfants à la fête de quartier au loisir La Providence et c'était vraiment super bien. Les enfants, ils ont bien rebondi dans les jeux gonflables. Pour revenir à un sujet qui est un petit peu plus sérieux, aujourd'hui, nous allons approuver l'urbanisation du boulevard Laurier et Casavant-Ouest. Depuis plusieurs années, là, les équipes travaillent très, très fort là-dessus. Je voulais remercier toutes les équipes parce que on a réfléchi beaucoup sur les aménagements possibles, les choses qui devaient être faites. On trouvait ça, quand je me suis lancé en politique, je trouvais ça difficile de voir une garderie avec 133 enfants où les jeunes ne pouvaient pas traverser la rue de façon sécuritaire. Mais plus j'ai travaillé le dossier, plus je me suis rendu compte que les enjeux étaient beaucoup plus grands qu'une traverse piétonne. Les enjeux étaient énormes. Bien, pour revenir, il y a eu aussi le 14 juillet, l'année en 2022, il y avait eu une pétition de 1300 signataires. Puis on avait vu dans le courrier, c'était titré le boulevard Casavant-Ouest, une pétition pour corriger une zone dangereuse. Bien, on va approuver, je remercie mes collègues du conseil, on va approuver aujourd'hui les travaux pour sécuriser la piste cyclable. C'est des travaux quand même de 2 691 000 $. C'est beaucoup d'argent. Je voulais remercier mes collègues de vouloir intervenir sur une situation qui est quand même difficile pour les gens. Puis en plus, on va sécuriser les pistes cyclables, comme je disais. L'objectif de ces travaux est d'améliorer la circulation aussi, parce que depuis qu'on a ouvert le tunnel Casavant, bien, ça a amené un flot de circulation qui est quand même très significatif dans le quartier. Puis, en aménageant les intersections de bonne façon, bien, ça va peut-être apaiser tout ça. Ça devrait apaiser parce qu'on a des spécialistes qui ont travaillé là-dessus. Aussi, l'objectif qu'on a derrière ça, là, on a fait de l'expropriation il n'y a pas très longtemps, mais c'est d'amener la voie de virage pour amener les camions lourds à passer sur Casavant, tourner sur Laurier pour
épargner les gens sur Frontenac parce que sur Frontenac, c'était difficile, mais le camion, il arrache la moitié du temps le pont vu que le virage n'est pas adapté. On veut que ça soit adapté, puis on veut que ça soit fonctionnel. Puis, je pense qu'il va falloir être indulgent parce que les travaux vont avoir une certaine période de temps, mais on va y arriver. Puis, après ça, ça va être un coin qui va être beaucoup plus agréable pour circuler. C'était tout pour moi, M. le maire. Merci, M. Huard. M. Harpin. Mme Gagné. M. Bousquet. Merci beaucoup, M. le maire. Vous l'avez évoqué dans votre mot, mais ce vendredi, c'est la fête dans le quartier Bourgeois. Et j'invite plus particulièrement les citoyens de nos 3 districts, Saint-Sacrement, Sacré-Cœur et Bois-Joli, à venir participer à cet événement. Il y a des jeux gonflables qui sont prévus. Il y aura un zoo sur place, du maquillage, bien sûr, un traditionnel barbecue. Et également beaucoup d'animations. Donc, c'est à partir de 16 h au parc du centre communautaire Bourgeois, situé dans le district Sacré-Cœur. Donc, tous les gens sont les bienvenus. Et on a également, M. le maire, pour l'occasion, réservé un très beau soleil. Merci, M. Bousquet. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Bien, on le dit, qui dit été dit fête de quartier. Donc, c'est la fête également de quartier des loisirs Saint-Joseph le vendredi 12 juillet. Donc, à partir de 4h30, j'invite les citoyens du quartier, mais également les autres citoyens de Saint-Hyacinthe à venir profiter, en fait, de cette journée dans le quartier Saint-Joseph. Puis également, il y a une nouvelle édition au mois d'août. Ça s'appelle Saint-Joseph, on danse. Donc, il y a 2 rencontres qui sont prévues, soit les samedis 10 et les samedis 24 août, au Parc Saint-Joseph, ou l'anciennement Parc Savoie. Donc, en fait, il va y avoir une soirée de danse, c'est gratuit. Les gens vont venir profiter du terrain, de l'aménagement, puis de venir danser là, avec nous le samedi 10 août et 24 août. Merci, M. le maire. Merci, Mme Bédard. M. Coulombe. Nous en sommes maintenant au début de notre réunion avec l'adoption de l'ordre du jour. Mme Bédard. Merci, M. le maire. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 4, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2024. M. Caron. Oui, M. le maire, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin 2024 et d'en autoriser la signature par les personnes désignées à cet effet. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 5, municipalité régionale de Comté des Mascoutins, municipalité amie des aînés, MADA, demande d'aide financière au ministère de la Santé et des Services sociaux, soutien à la mise en œuvre du plan d'action. Mme Pelletier. Merci, Monsieur le maire. Considérant l'appel de projet du programme de soutien et la démarche municipalité Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux, en vigueur jusqu'au 5 juillet 2024, considérant que le volet 2, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés de ce programme, offre une aide financière au MRC engagé dans une démarche MADA pour soutenir la mise en œuvre du plan d'action de la MRC et des plans d'action MADA des municipalités participantes. Considérant que la MRC des Mascoutins confirme son engagement à déposer une demande d'aide financière collective dans le cadre du volet 2, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés du programme de soutien à la démarche MADA 2024-2025, dont les travaux seront réalisés sur la coordination de la MRC des Mascoutins, considérant que la Ville soutient la démarche de la MRC des Mascoutins dans la mesure où ce soutien n'occasionnera aucune dépense pour la Ville, et il est proposé ce qui suit, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière collective au volet 2, soutien à la mise en œuvre des plans d'action en faveur des aînés du programme de soutien à la démarche municipalité, Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux pour la mise en œuvre et le suivi du plan d'action MADA de la MRC des Mascoutins et des municipalités participantes. Merci, Mme Pelletier. C'est proposé par Mme Pelletier, appuyé par M. Huard et adopté à l'unanimité. Le point 6, c'est l'approbation de la liste des comptes. M. Coulombe. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la liste des comptes pour la période du 12 juin au 27 juin 2024 comme suit.
1, fonds d'administration de 5 512 206 et 81 sous. 2, fonds de dépenses en immobilisation de 1 700 547 et 31 sous pour un grand total de 7 212 754 et 12 sous. D'autoriser le trésorier ainsi que l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité du service des finances à effectuer les paiements requis conformément à la liste des comptes telle que soumise. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 7. Intention d'établir une sous-catégorie d'immeubles dans la catégorie résiduelle. Madame Gagné. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, la Ville peut établir des sous-catégories d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle pour les fins de la taxe foncière générale, considérant l'intention du Conseil municipal d'établir une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle pour les immeubles de 6 logements et plus, et qu'elle soit prévue dans la préparation du nouveau rôle, considérant qu'un nouveau rôle d'évaluation sera déposé pour les années 2025, 2026 et 2027, considérant le rapport préparé par le Service des finances en date du 11 juin 2024, en conséquence, je propose d'établir, conformément aux dispositions des articles 244.64.8.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale, une sous-catégorie d'immeubles résidentiels dans la catégorie résiduelle pour les immeubles de 6 logements et plus et de demander à l'évaluateur signataire de déposer un rôle d'évaluation incluant cette sous-catégorie au plus tard le 15 septembre 2024. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 8. Urbanisation de l'intersection des boulevards Laurier-Ouest et Casavant-Ouest. C'est un octroi de contrat qu'on attend depuis plusieurs années. M. Huard. Merci, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'urbanisation des boulevards Laurier-Ouest et Casavant-Ouest, considérant que ces travaux visent notamment la réalisation des interventions suivantes: la gestion de la circulation par phasage, le déplacement et la réorganisation du réseau d'égouts pluvial, la modification de la géométrie de l'intersection, l'élargissement et le réalignement des voies de circulation, l'ajout de voies de virage, l'aménagement d'un terre-plein central, la modification et la réfection de la piste cyclable, la réorganisation des entrées des commerces, le déplacement et l'ajout de lampadaires, l'installation de nouveaux feux de circulation. Considérant que ces travaux doivent être complétés au plus tard le 11 octobre 2024, considérant la recommandation du service des finances datée du 20 juin 2024. En conséquence, je propose qui suit: d'octroyer le contrat relatif à l'urbanisation de l'intersection des boulevards Laurier-Ouest et Casavant-Ouest à la Société Les Entreprises Michauville Incorporée. Plus bas soumissionnaire conforme, contrat à prix unitaire et forfaitaire, estimé à un coût total de 2 691 000 taxes incluses, incluant le montant contractuel provisoire prévu au bordereau de soumission. Le tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence ou incapacité d'agir, l'assistante trésorière et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 9. Service professionnel en ingénierie, mise aux normes de l'usine d'épuration. C'est l'avenant numéro 5 au contrat 2020-005-B. Autorisation d'une dépense supplémentaire, modification de la résolution 20-512. Monsieur Thériault. Monsieur le maire, grand défi. Alors, considérant la résolution 20-512 adoptée le 19 octobre 2020, par laquelle le Conseil municipal a octroyé le contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration à la société, FNX Innov Incorporée, pour un montant total de 2 498 406,76 taxes incluses, réparties comme suit. A. Pour l'étape 1 prévue au bordereau de soumission, relativement à la réalisation des plans et devis
un montant de 1 274 497,88 sous, taxes incluses, incluant un montant contractuel provisoire de 57 487,50 $, encore une fois, taxes incluses. Pour l'étape 2, prévue au bordereau de soumission relativement à la surveillance des travaux, un montant de 1 223 908,88 $, taxes incluses, conditionnellement à la réalisation du projet, incluant un montant contractuel provisoire de 57 487,50 $, taxes incluses. Considérant que le Conseil municipal a autorisé les dépenses additionnelles suivantes lors de l'adoption de résolutions antérieures, on fait un petit historique. Alors, la résolution 21-177, adoptée le 6 avril 2021, l'avenant numéro 1 était de 102 046,06 $. Le 21-583, adopté le 4 octobre 2021, était de 112 232,85 $. Le 23-193, adopté le 3 avril 2023, était de 407 695,60 $. Finalement, le 23-117, adopté le 20 novembre 2023, était de 1 162 773,46 $. Considérant la demande d'avenant de FNX Innov Incorporé datée du 18 juin 2024 relativement aux travaux additionnels à réaliser, considérant qu'afin d'optimiser le projet, des travaux additionnels sont à réaliser, dont notamment des modifications au plan suite aux commentaires émis par la Ville, la gestion des odeurs émanant de la source extérieure, le déplacement du bâtiment UV, le retrait du troisième désableur, finalement l'ajout d'une banque d'heures pour compléter les plans et devis au niveau des volets automatisation et communication. Considérant que ces travaux engendrent des honoraires supplémentaires au montant de 540 081,08 $, taxes incluses, lesquels ne pouvaient pas être connus ni estimés au moment de l'appel d'offres et, de ce fait, doivent faire l'objet d'un avenant au contrat. Considérant que ce dernier avenant est désigné comme étant avenant numéro 5, varia au contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration octroyée à la société FNX Innov Incorporée concernant l'étape 1 de ce contrat. Alors, considérant le rapport du service de la biométhanisation et de la gestion des eaux usées en date du 20 juin 2024, en conséquence, je propose qui suit. De ratifier l'avenant numéro 5, varia au contrat relatif aux services professionnels en ingénierie dans le cadre du projet de mise aux normes de l'usine d'épuration octroyée à la société FNX Innov Incorporée concernant l'étape 1 de ce contrat. Deuxièmement, d'autoriser la dépense additionnelle au montant de 540 081,08 $, taxes incluses, relativement aux honoraires supplémentaires engendrés par cet avenant, portant ainsi le montant total du contrat à 4 765 748,31 $, taxes incluses. De financer ce projet par les sommes disponibles à même le règlement d'emprunt numéro 604, d'autoriser le directeur du bureau de projet ou, en son absence ou incapacité d'agir, le directeur général adjoint, service technique assigné pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe, tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 10. Électricien au département entretien des immeubles du service des travaux publics, embauche Mme Pelletier. Oui, merci, M. le maire. Alors, je propose ce qui suit, d'embaucher M. Félix Fontaine au poste d'électricien à la division immeubles et projets du service des travaux publics. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Fontaine au 19 août 2024, de soumettre M. Fontaine une période d'essai de 130 jours travaillés,
de permettre à M. Fontaine de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des Cols Bleus, conformément à la convention collective en vigueur. Alors, on vous attend, M. Fontaine, dès le 19 août. Bonnes vacances. Merci, Mme Pelletier. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 11, préposé à la section aqueduc et égouts, à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, embauche M. Huard. Merci, M. le maire. Je suis toujours content de voir des promotions à l'interne quand on a des employés qui travaillent déjà comme employés temporaires, puis se retrouvent comme employés permanents. Là, ça démontre une satisfaction du travail rendu. Je débute comme ça. Je propose d'embaucher Mme Nathalie Cloutier au poste de préposée à la section aqueduc et égouts à la division voirie et entretien des réseaux du service des travaux publics, échelon 25 mois et plus, le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636. De fixer la date d'entrée en fonction de Mme Cloutier au 3 juillet 2024, de soumettre Mme Cloutier à une période d'essai de 130 jours travaillés, de permettre à Mme Cloutier de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel Col Bleu, conformément à la convention collective en vigueur. Merci, M. Huard. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 12, chef d'équipe à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, embauche Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, je propose d'embaucher M. Félix Lenoir-Malick au poste de chef d'équipe à la division permis et inspection du service de l'urbanisme et de l'environnement, grade 8, échelon 2, 3 ans, 35 heures par semaine. Le tout conformément aux termes et conditions établis à la convention collective en vigueur conclue avec le syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe. De fixer la date d'entrée en fonction de M. Lenoir-Malick au 29 juillet 2024. De soumettre M. Lenoir-Malick à une période d'essai de 39 semaines travaillées. De permettre à M. Lenoir-Malick de bénéficier des mêmes conditions de travail que celles des membres du personnel des Cols Blancs, conformément à la convention collective en vigueur. Alors, bienvenue à M. Lenoir-Malick. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, directeur de production temporaire au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation, contrat de travail, autorisation de signature, M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Alors, je propose d'approuver le contrat de travail à durée déterminée à intervenir avec M. Jean Savard afin de retenir ses services à titre de directeur de production temporaire au service de la gestion des eaux usées et de la biométhanisation pour la période s'échelonnant du 3 juillet 2024 au 3 juillet 2026, avec possibilité de prolongation pour une période maximale de 3 mois supplémentaires, le tout conformément aux conditions prévues au contrat de travail tel que soumis. D'autoriser le maire ou, en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant ou le greffier, ou en son absence ou incapacité d'agir, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Hyacinthe ce contrat de travail. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, syndicat des salariés de la ville de Saint-Hyacinthe, CSD, lettre d'entente numéro 33, prime de formation lors de l'accueil d'un nouvel employé, autorisation de signature, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je propose d'approuver la lettre d'entente numéro 33 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à la prime de formation lors de l'accueil d'un nouvel employé telle que soumise, et d'autoriser la directrice générale ainsi que la directrice des ressources humaines à signer cette lettre d'entente, et ce, pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 15, syndicat canadien de la fonction publique locale 4636, lettre d'entente numéro 2024-05, création d'un poste de préposé à l'entretien à l'hôtel de ville, autorisation de signature, M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant la résolution 24-285 adoptée le 6 mai 2024, par laquelle le conseil municipal a procédé à la restructuration du service des travaux publics, notamment à la création d'un poste de préposé à l'entretien, hôtel de ville à la division Parc et Plateau,
du service des travaux publics. Considérant le rapport préparé par la Direction des ressources humaines en date du 19 juin 2024, en conséquence, je propose d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur des services de travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe la lettre d'entente numéro 2024-05 à intervenir avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4636, relativement à la création d'un poste de préposé à l'entretien, hôtel de ville, à la division Parcs et Plateaux du service des travaux publics. Merci, M. Caron. C'est appuyé par M. Thériault. Monsieur le maire. Et M. Barré, vous demandez la parole? Étant contre la restructuration globale du service des travaux publics, embauche excessive, je vais m'opposer à cette résolution. M. Barré est contre. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont contre? Que la résolution est adoptée à majorité. Le point 15A, c'est le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe, CSD, lettre d'entente numéro 39, prolongation de la période d'essai d'un technicien en génie civil, autorisation de signature, Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Considérant la résolution 23-534, adoptée le 5 septembre 2023, par laquelle le conseil municipal a procédé à l'embauche de M. Moustapha Taïdi au poste de technicien en génie civil à la division planification et gestion des actifs du service de génie. En conséquence, je propose ce qui suit, d'approuver la lettre d'entente numéro 39 à intervenir entre la Ville de Saint-Hyacinthe et le syndicat des salariés de la Ville de Saint-Hyacinthe relativement à la prolongation de la période d'essai de M. Moustapha Taïdi au poste de technicien en génie civil à la division planification et gestion des actifs du service du génie, telle que soumise, d'autoriser la directrice des ressources humaines ainsi que le directeur du service du génie à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe cette lettre d'entente. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 16, achat de produits utilisés en sécurité incendie, regroupement d'achat, autorisation de dépenses, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant la résolution 24-98, adoptée le 19 février 2024, par laquelle le conseil municipal a confirmé l'adhésion de la Ville de Saint-Hyacinthe au regroupement d'achats relatifs à l'achat de produits utilisés en sécurité incendie, mis en place par l'Union des municipalités du Québec. Considérant que lors de son adhésion, la Ville de Saint-Hyacinthe a transmis ses besoins à l'égard de 3 lots suivants. Lot 1, tuyaux en caoutchouc. Lot 2, tuyaux en polyester. Lot 3, habits de combat. Considérant qu'il y a lieu de procéder à l'autorisation des dépenses découlant de ces contrats, considérant la recommandation du service des finances datée du 25 juin 2024, dont je propose d'autoriser les dépenses suivantes découlant des contrats octroyés par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'achats relatifs à l'achat de produits utilisés en sécurité incendie, le tout conformément aux termes et conditions de leur soumission et du devis. 1. À la Société Aéro-Feu limitée. Pour le lot 1, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, contrat estimé un coût total de 6 001 et 70 sous, taxes incluses. L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir dans l'année optionnelle prévue au débit pour ce lot, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. La valeur du présent contrat pour l'année optionnelle est établie au montant estimé à 6 300 et 63 sous, taxes incluses. 2. À la Société Équipement Incendie CMP Maillard Incorporée. Pour le lot 2, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Contrat estimé à un coût total de 1 986 et 77 sous, taxes incluses. L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle prévue au débit pour ce lot, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. La valeur du présent contrat pour l'année optionnelle est établie au montant estimé à 2 586 et 94 sous, taxes incluses. 3. À la Société Protection Incendie CFS limitée. Pour le lot 3, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025. Contrat estimé à un coût total de 50 686 et 73 sous, taxes incluses.
L'Union des municipalités du Québec se réserve le droit de se prévaloir de l'année optionnelle privée au débit. Pour cela, pour la période s'échelonnant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026. La valeur du présent contrat pour l'année optionnelle établie au montant estimé à 49 199,92 sous, taxes incluses. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2025, amène les pôles budgétaires 02-135-00-499, 02-220-20-640 et 23-032-00-753. Finalement, de prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2026 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Thériault et c'est adopté à l'unanimité. Le point 17, fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2024-2025. C'est le regroupement d'achat, autorisation de signature. M. Barré. Seulement, considérant la résolution 24-173 adoptée le 18 mars 2024, par laquelle le Conseil municipal a confirmé son adhésion au regroupement d'achat relatif à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, pour la saison 2024 à 2028, pour les quantités nécessaires aux activités de la Ville de Saint-Hyacinthe, lequel a été mis en place par l'Union des municipalités du Québec. Considérant que lors de son adhésion, la Ville de Saint-Hyacinthe a transmis ses besoins pour une quantité de 4 400 tonnes métriques de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, considérant que ce contrat inclut le transport du site du chargement du fournisseur vers l'édifice Gaétan-Bruno, considérant la recommandation du service des finances datée du 25 juin 2024, en conséquence. Je propose d'autoriser la dépense découlant du contrat octroyé par l'Union des municipalités du Québec dans le cadre du regroupement d'achat relatif à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées, chlorure de sodium, pour la saison 2024-2025, incluant le transport, soit pour la période s'échelonnant du 14 juin 2024 au 30 avril 2025, à la société Mines Célène, une division de Cell Windsor Limitée, contrat estimé à un coût total de 525 822 et 16 sous, taxes incluses, selon le prix unitaire de 103,94 sous la tonne métrique, avant taxe, tout conformément aux termes et conditions de sa soumission et du devis. D'autoriser le directeur du service des finances ou, en son absence incapacité d'agir, la trésorière adjointe et chef de la division comptabilité à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. De financer les sommes nécessaires aux fins de cette dépense en 2024 à même le poste budgétaire 02-330-00-635. De prévoir que les sommes nécessaires aux fins de cette dépense pour l'année 2025 soient réservées au budget de l'année visée. Merci, M. Barré. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 18, Centre d'acquisition gouvernementale, achat de véhicules légers, adhésion au regroupement d'achat, M. Coulombe. Merci, M. le maire. Considérant l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités-villes, permet à toute municipalité de se procurer tout bien, meuble ou tout service auprès du centre d'acquisition gouvernementale ou par son entreprise. Excusez-moi. Considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe désire adhérer au regroupement d'achat offert par le CAG pour le contrat de commande visant l'achat de véhicules légers, 2024-8106-50. Considérant que ce contrat débute à compter du 1er novembre 2024 et prendra fin le 31 octobre 2025. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les biens suivants. DGA-304, véhicules utilitaires électriques, traction avant, indice de volume passager entre 2600 et 3000 litres, espace cargo minimum de 450 litres. Le DGA 490, c'est une camionnette 4x4 à motorisation électrique cabine d'équipe. Considérant la recommandation du service des finances datée du 25 juin 2024, dont je propose d'adhérer au regroupement d'achat offert par le Centre d'acquisition gouvernementale pour le contrat à commande visant l'achat de véhicules légers 2024-8106-50 et 2024-090 TP-RA
pour la période s'échelonnant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025, selon les besoins de la Ville de Saint-Hyacinthe. D'autoriser le chef de la vision approvisionnement à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Et M. le maire, moi, je suis vraiment fier que la Ville de Saint-Hyacinthe s'en aille dans cette lignée-là des véhicules électriques ou que ce soit. On fait notre effort pour diminuer les gaz à effet de serre et tout ça. Ça fait GES qu'on appelle. Et tout ça, ça fait qu'on s'en va vraiment dans la bonne lignée pour les années futures. Merci, M. Coulombe. C'est appuyé par M. Barré et c'est adopté à l'unanimité. Le point 19, Emploi et développement social Canada, Fonds pour l'accessibilité, projet de petite envergure, Bibliothèque Théa Saint-Germain, demande d'aide financière. M. Caron. Oui, M. le maire. Considérant que le Fonds pour l'accessibilité est destiné notamment à financer des projets visant à rendre les communautés et les milieux de travail du Canada plus accessibles aux personnes en situation de handicap, considérant que ce fonds crée davantage de possibilités pour les personnes à mobilité réduite à participer aux activités, programmes et services communautaires, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe souhaite rehausser l'accessibilité de la nouvelle bibliothèque Théa Saint-Germain. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice du service des loisirs, ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des travaux publics, à déposer une demande d'aide financière au montant de 125 000 dans le cadre du programme Fonds pour l'accessibilité, volet projet de petite envergure pour le projet de rehaussement de l'accessibilité universelle de la bibliothèque Théa Saint-Germain. D'autoriser la directrice du service des loisirs ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service des travaux publics à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Merci, M. Caron. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 20, plan d'implantation et d'intégration architecturale, approbation. Mme Gagné. Merci, M. le maire. Alors, considérant les demandes de rénovation et d'abattage d'arbres reçues au service de l'urbanisme et de l'environnement, considérant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme en date du 18 juin 2024 à l'égard des projets ci-après énumérés, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale des projets suivants, tels que soumis le 18 juin 2024. 1. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 775-785 ruelle des Cheminots, visant à remplacer les barottins de façon à ce qu'ils soient identiques à ceux existants, à remplacer les marches en bois de couleur blanche et de peinturer en blanc l'ensemble de la galerie située en façade latérale du bâtiment principal. 2. Les travaux de rénovation des façades du bâtiment principal au 1200 impasse Eugène Tremblay, visant à remplacer les matériaux de revêtement extérieur par des panneaux en béton fibré de marque Semfort de couleur gris foncé et des panneaux de revêtement métallique de marque Vic West de couleur Cambridge White et Gold, le tout conformément aux documents soumis par le requérant en date du 29 mai 2024. 3. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 5390 rue des Seigneurs-Est, visant à peinturer la base de la galerie et les colonnes supportant l'avant-toit de couleur noire, de façon à ce qu'elles soient identiques à celles existantes, le tout conformément aux documents soumis par le requérant date du 3 juin 2024. 4. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 960 impasse Van-Boncoeur, visant à remplacer une fenêtre située au rez-de-chaussée de la façade avant, remplacer une fenêtre située au sous-sol de la façade avant, conditionnellement à ce que ces dimensions respectent les nouvelles normes de sécurité incendie. Remplacer une fenêtre en façade latérale gauche, conditionnellement à ce que les dimensions soient identiques à celles existantes. Le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 3 juin 2024. 5. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 1500-1550 avenue des Vétérinaires, visant à remplacer les équipements mécaniques situés sur le toit du bâtiment principal, le tout conformément au plan préparé par la société Atelier Thibodeau Architecture et Design en date du 28 mai 2024. 6. L'abattage d'un arbre mort en cour avant du bâtiment principal au 1720 avenue Châteauguay, conditionnellement la plantation d'un arbre de remplacement de moyen à grand calibre en cour avant gauche. 7. Les travaux de rénovation du bâtiment principal au 75 avenue Brodeur, visant à remplacer 2 portes situées sur les façades avant et arrière par des portes d'acier,
de couleur blanche, à remplacer les fenêtres situées au sous-sol des façades latérales droite et arrière par des fenêtres coulissantes en PVC de couleur blanche, le tout conformément aux documents soumis par la requérante en date du 31 mai 2024. De prévoir que cette résolution autorisant la délivrance du permis pour ces projets est valide pour une période de 12 mois. L'ensemble de ces projets est assujetti aux conditions établies par le Comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Gagné. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 21, c'est une dérogation mineure au 13 180 avenue Fréjot. C'est une décision, M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Jean-Yves Tremblay au nom de M. Jacques Laporte relativement à l'immeuble situé au 1380 avenue Fréjot en date du 9 avril 2024. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 22 mai 2024, considérant que la demande s'inscrit dans le cadre d'un projet de subdivision ayant pour but de permettre la construction d'une résidence unifamiliale isolée. Considérant que le conseil municipal juge inopportun l'ajout de résidences à proximité de l'usine de la société Olimel, dont les activités consistent à l'abattage d'animaux, la transformation de viande, en raison des contraintes relatives aux poussières, aux odeurs et aux bruits qu'elles génèrent sur le milieu de vie environnant. Considérant l'avis public diffusé le 11 juin 2024 sur le site de la Ville, invitant toute personne intéressée à faire entendre lors de cette séance relative à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose ce qui suit: de refuser la demande de dérogation mineure à la grille de spécification de la zone 7002-H-01 du règlement d'urbanisme numéro 350 pour l'immeuble-ci au 1380 avenue Fréjot, visant à permettre, dans le cadre de la création d'un nouveau lot à bâtir pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée, la réduction de la profondeur minimale d'un lot est de 30 mètres et on demandait de la réduire à 24,82 mètres. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Harpin et c'est adopté à l'unanimité. Le point 22, dérogation mineure au 2675-2695 rue Dessolles. Décision, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Sylvain Richard au nom des placements Sylvain Richard relativement à la propriété située au 2675-2695 rue Dessolles, le lot 1 965 924 et le lot 1 965 927, en date du 7 mai 2024, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 22 mai 2024, considérant l'avis public diffusé le 11 juin 2024 sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble 6 au 2675-2695 rue Dessolles dans le cadre d'un projet d'agrandissement du bâtiment principal afin de permettre un excédent d'indice d'occupation au sol de 0,17 pour le bâtiment principal par rapport à l'indice protégé par droit acquis de 59,17 et à l'indice de 50 prévu à la grille de spécification de la zone 2155 M04. Le tout selon les plans préparés par M. Justin Vien, architecte, en date du 15 septembre 2023. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné et c'est adopté à l'unanimité. Le point 23, c'est une dérogation mineure pour le 540 rue Saint-Pierre-Ouest. Décision, M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant la demande de dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme formulée par M. Patrick Lajoie relativement à la propriété située au 540 rue Saint-Pierre-Ouest, qui est le lot 1 297 506, en date du 5 avril 2024. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 22 mai 2024, considérant l'avis public diffusé le 11 juin sur le site 2024, sur le site Internet de la Ville, invitant toute personne intéressée à se faire entendre lors de cette séance relativement à la présente demande de dérogation mineure.
En conséquence, je propose d'accorder la demande de dérogation mineure pour l'immeuble Seas au 540 rue Saint-Pierre-Ouest dans le cadre d'un projet de redéveloppement visant la démolition d'un immeuble résidentiel de 4 logements et la reconstitution d'un immeuble résidentiel de 3 logements afin de permettre un allée de circulation et une entrée charretière d'une largeur de 4 mètres, alors que l'article 19.8.2 du règlement d'urbanisme numéro 350 impose une largeur minimale de 6 mètres. Merci, M. Harpin. C'est appuyé par Mme Gagné. Mme Bédard, vous voulez prendre la parole? Oui, merci, M. le maire. Je vais voter contre cette résolution, tout simplement parce qu'en démolissant cet immeuble de 4 logements dans le quartier Saint-Joseph, sûrement des logements abordables, on construit seulement 3 logements. Donc, en pleine pénurie de logements, je ne peux dire oui à cette résolution qui fait en sorte qu'on perd un logement dans le quartier Saint-Joseph. Merci, Mme Bédard. C'est adopté à majorité. Le point 24, c'est l'adoption de la résolution concernant une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, un PPC-MOI, pour la propriété Seas au 2792-2794 rue Saint-Pierre-Ouest, le lot 1 298 723. M. Barré. Monsieur le maire, concernant la demande présentée par M. Jean-Yves Tremblay, arpenteur géomètre, au nom de M. Yves Charbonneau, en date du 23 avril 2024, pour un projet particulier concernant la propriété Seas au 2792-2794 rue Saint-Pierre-Ouest, lot 1 298 723, visant à isoler la résidence actuelle sur une partie privative distincte et à autoriser la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur une seconde partie privative, le tout sur un lot commun en copropriété horizontale dans la zone 5207-H-02. Considérant que le projet de construction et d'occupation tel que soumis ne respecte pas le règlement d'urbanisme numéro 350 pour la zone 5207-H-02, quant au nombre de bâtiments résidentiels pouvant être érigés sur un même terrain. Considérant que plus précisément, cette demande vise à autoriser dans la zone 5207-H-02 l'ajout d'une résidence unifamiliale isolée d'un logement appartenant au groupe d'usage résidence 1, un logement isolé, sur un terrain lot 1 278 723, comportant déjà une autre résidence appartenant au groupe d'usage résidence 2, deux logements isolés, malgré l'article 3.7.1.4 du règlement d'urbanisme numéro 350, l'interdisant. Considérant que le projet soumis respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Saint-Hyacinthe et les critères d'évaluation contenus au règlement numéro 240. Considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme en date du 7 mai 2024. Considérant le premier projet de résolution soumis à la séance du 3 juin 2024. Considérant l'Assemblée publique et le second projet de résolution soumis à la séance du 17 juin 2024. En conséquence, je propose d'accorder conformément au règlement numéro 240 relatif au projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-MOI, la délivrance d'un permis de construction d'une résidence unifamiliale isolée, sise au 2792-2794 rue Saint-Pierre-Ouest, lot 1 298 723, dans la zone 5207-H-02, qui sera implantée sur une partie privative faisant partie d'une copropriété horizontale, le tout conditionnellement à ce qui suit. A. Que le nombre de logements présents dans la résidence actuelle soit réduit de 3 à 2, conformément au règlement d'urbanisme en vigueur. B. Que l'aménagement paysager de la bande riveraine soit réalisé avant la délivrance du permis de construction. C. Qu'aucun empiètement en bande riveraine et en zone inondable ne soit engendré. D. Que le garage détaché soit démoli préalablement à la délivrance du permis de construction. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Huard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 25, ministère de l'Éducation, Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, installation de classe modulaire, dénonciation. M. Bousquet. Merci, Monsieur le maire. Vous avez parlé de cette question dans votre mot d'ouverture et il est effectivement, ça fait partie de notre rôle comme gouvernement de proximité de dénoncer des situations préoccupantes comme celle-là. Mais c'est surtout, je pense, important pour notre communauté et pour le conseil municipal d'appuyer notre centre de services scolaires dans ses démarches pour obtenir rapidement les fonds suffisants pour répondre aux besoins.
d'espace, mais également pour que notre centre de services scolaires ait des moyens, les moyens requis pour développer des écoles qui s'inscrivent dans les principes du 21e siècle, des écoles innovantes, puis des écoles aussi qui vont innover en matière d'occupation du territoire, en matière de densification. Donc, la résolution que je vais vous lire s'inscrit dans ce sens-là. Alors, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe reçoit, année après année, des demandes du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe, ci-après le CSSH, afin d'installer des classes modulaires temporaires aux abords de ces écoles lorsque leur capacité d'accueil est dépassée. Considérant que la réglementation d'urbanisme de la Ville ne permet pas l'installation de structures temporaires de classes modulaires, considérant qu'au cours des dernières années, cette solution a été retenue par le CSSH à plusieurs reprises, notamment pour les écoles primaires et secondaires suivantes, l'école Saint-Sacrement située au 2400 rue Bourassa pour 2 classes, l'immeuble Bois-Joli situé au 700 rue Millet pour 4 classes, l'école Saint-Thomas d'Aquin située au 65-25 rue Pinard pour 2 classes et la polyvalente Hyacinthe-Delorme située au 2700 avenue Tédé-Bouchard pour 11 classes. Considérant qu'une installation additionnelle temporaire est prévue à l'été 2024 pour l'école secondaire Fadette, cette fois, pour 4 classes, dans un module qui aura 2 étages, considérant que l'utilisation et la présence de ces classes supplémentaires seront requises tant et aussi longtemps que de nouvelles écoles primaires et secondaires ne seront pas construites sur le territoire de la Ville, et considérant l'impossibilité d'évaluer la durée dans le temps de telles classes modulaires temporaires, puisqu'en lien avec l'octroi de financement par le ministère de l'Éducation, puisqu'elles sont en lien avec l'octroi de financement par le ministère de l'Éducation pour construire des écoles permanentes, et considérant les besoins de la population mascoutaine et l'urgence de la situation. En conséquence, je propose ce qui suit. Premièrement, de dénoncer auprès du gouvernement du Québec la situation créée par le ministère de l'Éducation en refusant d'octroyer les financements et les budgets nécessaires à la construction d'écoles primaires et secondaires sur le territoire de notre ville. Deuxièmement, de demander au ministère de l'Éducation de prévoir et de faire voter rapidement les crédits nécessaires pour leur prochain exercice financier afin de construire, d'agrandir ou de rénover les écoles primaires et secondaires requises afin d'éviter la construction de nouvelles classes modulaires temporaires et finalement de transmettre la présente résolution au ministère de l'Éducation, à la ministre responsable de la Montérégie, à notre députée, Mme Chantal Soucy, à l'Union des municipalités du Québec et finalement au directeur général du Centre de services scolaires de Saint-Hyacinthe. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par M. Côté et c'est adopté à l'unanimité. Le point 26, entretien du cours d'eau Plein-Champ, branche principale, demande à la MRC des Mascoutins. M. Côté. Oui, M. le maire, citoyen. Considérant la demande d'entretien du cours d'eau Plein-Champ, branche principale, reçue à la Ville de Saint-Hyacinthe pour l'année 2024, en conséquence, je propose de demander à la MRC des Mascoutins de procéder à l'entretien du cours d'eau Plein-Champ, branche principale, près de la rue Charles-Gilbert, jusqu'à la tête du cours d'eau. Merci, M. Côté. C'est appuyé par M. Coulombe et c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, Fondation de la Faune du Québec, Fonds des municipalités pour la biodiversité, entente année 2024 à 2028, autorisation de signature, M. Bousquet. Merci, M. le maire. Je suis très heureux de présenter cette résolution parce que c'est une initiative très simple, mais qui démontre des résultats concrets. On va justement présenter un de ces résultats ce soir. En fait, on met de côté 1 $ par ménage pendant quelques années et après ça, bien, ça nous permet d'investir dans un projet qui est lié à la biodiversité, à l'environnement. Et concrètement, ce soir, dans le projet qui sera présenté tout de suite après, bien, ça va nous permettre de planter près de 1850 végétaux dans la création d'un nouvel espace vert. Alors, c'est très intéressant. Donc, considérant que la Ville de Saint-Hyacinthe a un rôle important à jouer pour la conservation, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels sur son territoire, considérant que la Société pour la nature et les parcs, ci-après la SNAP, organisme voué à la protection des
Milieux naturels, et la Fondation de la Faune du Québec, ci-après la Fondation, organisme dont la mission est la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats, ont mis sur pied un fonds des municipalités pour la biodiversité pour la ville de Saint-Hyacinthe, ci-après appelé le fonds MB Ville de Saint-Hyacinthe, qui est mis à la disposition des municipalités ou villes ou MRC afin de développer des projets de protection de la biodiversité. Considérant que le fonds MB Ville de Saint-Hyacinthe est destiné à recevoir des contributions en argent et à les réserver exclusivement pour soutenir la réalisation de projets conformes au mandat de la Fondation et à des projets soumis par la Ville de Saint-Hyacinthe, détentrice de ce fonds MB, considérant que la Fondation s'engage à contribuer pour les années 2024 à 2028 inclusivement au fonds MB Ville de Saint-Hyacinthe selon l'une ou l'autre des modalités suivantes. Pour chaque dollar de contribution versé par la Ville en 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028, un montant équivalent à 7 de la contribution de la Ville sera prélevé pour alimenter le plan Nous, volet 3. Un montant équivalent à 8 de la contribution de la Ville sera prélevé pour la gestion du fonds MB Ville de Saint-Hyacinthe par la Fondation. Et pour chaque dollar de contribution versé par la Ville de Saint-Hyacinthe, avec effet rétroactif pour les années 2024-2025 et ensuite pour les années que j'ai énumérées tantôt, la Fondation et ses partenaires verseront au fonds MB Ville de Saint-Hyacinthe un montant correspondant à 100 des contributions municipales. Donc, les contributions municipales seront doublées par les organismes. La contrepartie est calculée chaque année selon les paramètres applicables. Considérant que le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs soit autorisé à octroyer à la Fondation une subvention d'un montant maximal de 3 910 000 $, soit un montant maximal de 977 500 $ au cours de chacun des exercices financiers 2024 jusqu'à 2028 pour les fonds MB, lesquels fonds seront répartis entre les municipalités adhérentes pour un versement obligatoire de 1 $ par ménage, lequel ne pourra pas, cependant, être inférieur à un financement annuel de 5 000 $ pour les municipalités, villes ou MRC comptant moins de 5 000 ménages et désirant renouveler l'entente. Considérant que l'ensemble des fonds MB est créé en vertu d'entente entre des municipalités, villes, MRC et la Fondation et est destiné au développement de projets de conservation des milieux naturels, en conséquence, je propose ce qui suit: de verser au fonds existant une contribution d'environ 27 000 $ pour chacune des années financières 2024, 2025, 2026 et 2027, d'autoriser la Fondation à verser rétroactivement au dit fonds de la Ville de Saint-Hyacinthe la contribution du ministère de l'Environnement et des autres choses pour les années financières 2024 jusqu'à 2028, d'autoriser l'utilisation du montant ou une partie du montant déposé dans le fonds pour le financement des projets de conservation de milieux naturels et de biodiversité, d'autoriser le maire ou en son absence ou incapacité d'agir, le maire suppléant et le greffier ou en son absence ou incapacité d'agir, la directrice des services juridiques à signer cette entente à intervenir, et ce pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe. Ce n'est pas une résolution facile, Monsieur le maire. Merci, M. Bousquet. C'est appuyé par Mme Bédard et c'est adopté à l'unanimité. Le point 28, reboisement au parc Paul Morissette, octroi de contrat. M. Thériault. Merci, M. le maire. Alors, j'aimerais remercier mon collègue de Sacré-Cœur pour son préambule. De son opinion plutôt difficile, mais M. Bousquet, ça va nous permettre de reverdir encore plus notre ville. Pour tous ceux qui y habitent depuis un bon bout de temps, Saint-Hyacinthe s'est transformé dans les dernières années. Énormément de plantations, énormément d'arbres y sont ajoutés, ce qui contribue au bien-être de tous nos citoyens. Et dans la proposition, nous avons l'occasion d'agrandir la superficie d'un parc existant en y ajoutant une quantité très appréciable d'arbres et de végétaux. Alors, considérant que le service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Saint-Hyacinthe a procédé à une demande de prix afin de procéder à la plantation d'arbres et d'arbustes au parc Paul Morissette, considérant
que ce contrat vise notamment l'achat de végétaux indigènes, la plantation et l'installation de protection contre les cerfs de Virginie et les rongeurs, considérant le rapport préparé par le Service de l'urbanisme et de l'environnement en date du 25 juin 2024. En conséquence, je propose de mandater le comité de concentration de la valorisation du bassin de la rivière Richelieu, le COVABOR, pour le contrat de reboisement au parc Paul Morissette, contrat à prix forfaitaire pour un montant total, écoutez bien, 121 404 et 98 sous, taxes incluses, le tout conformément à l'offre de service datée du 20 juin 2024, d'autoriser le chef de la division environnement ou en son absence ou incapacité d'agir, le directeur du service d'urbanisme et de l'environnement à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Hyacinthe tout document afin de donner application à la présente résolution. Et Monsieur le maire, tout ça s'inclut dans une volonté d'embellissement par le comité d'embellissement de la Ville et aussi de développement durable. Plus sévère, mieux on va se porter. Merci. Merci, M. Thériault. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 29A, c'est un avis de motion du règlement numéro 737 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024 au montant de 401 700 $ et décrétant un emprunt de 401 700 $. M. Barré. Monsieur le maire, je donne avis de motion du règlement numéro 737 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024 au montant de 401 700 $ et décrétant un emprunt de 401 700 $. Merci, M. Barré. Le point 29B, c'est le dépôt et l'adoption du projet de règlement numéro 737 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024 au montant de 401 700 $ et décrétant un emprunt de 401 700 $. M. Barré. Monsieur le maire, je propose de déposer et d'adopter le projet de règlement numéro 737 autorisant des travaux municipaux de nouveaux pavages, trottoirs et bordures pour l'année 2024, dont je viens de donner l'avis de motion. Merci, M. Barré. C'est appuyé par M. Caron et c'est adopté à l'unanimité. Le point 30, c'est l'adoption du règlement numéro 738 visant à augmenter d'une somme de 1 300 000 le montant constituant le fonds de roulement. Mme Bédard. Merci, Monsieur le maire. Je propose d'adopter le règlement numéro 738 visant à augmenter d'une somme de 1 300 000 le montant constituant le fonds de roulement. Merci, Mme Bédard. C'est appuyé par M. Bousquet et c'est adopté à l'unanimité. Le point 31, c'est le projet de loi C-65, date des élections fédérales, concomitance aux périodes des élections municipales 2025. M. Harpin. Merci, M. le maire. Considérant que le 20 mars dernier, le projet de loi C-65, loi modifiant la loi électorale du Canada, a été déposé à la Chambre des communes, considérant que l'article 5 de ce projet de loi modifie la date de l'élection fédérale du 20 octobre 2025 au 27 octobre 2025, considérant que les élections générales municipales au Québec se tiendront le 2 novembre 2025, considérant qu'au moins 37 jours au cours de la période électorale générale municipale au Québec, sur un total de 45, se tiendront en même temps que l'élection fédérale, selon le scénario proposé par le projet de loi C-65. Considérant que la concomitance d'élections pose de nombreux enjeux concernant la disponibilité de la main-d'œuvre, des locaux, la participation électorale, considérant que des considérations liées aux pensions des députés fédéraux rendent improbable le devancement de la date de l'élection fédérale, considérant que l'Union des municipalités du Québec, ci-après l'UMQ, a entrepris des démarches auprès du gouvernement fédéral dans le cadre du projet de la loi C-65 afin de demander le report de l'élection fédérale à date fixe, de manière à minimiser la concomitance avec les élections générales municipales québécoises. Considérant que le conseil municipal adhère aux démarches de l'UMQ à cet effet, je propose d'appuyer la résolution numéro CA-2024-05-15 de l'Union des municipalités du Québec, adoptée le 22 mai 2024,
demandant au gouvernement fédéral le report de l'élection fédérale à date fixe de manière à minimiser la concomitance avec les élections générales municipales québécoises. De transmettre copie de la présente résolution au ministère fédéral de la Sécurité publique, aux institutions démocratiques, aux affaires intergouvernementales responsables du projet de la loi C-65, aux députés de la circonscription fédérale de Saint-Hyacinthe-Bacotte, M. Simon-Pierre Savard-Tremblay, à Élections Canada, à la Fédération canadienne des municipalités FMC et à l'Union des municipalités du Québec. Je pense, M. le maire, c'est une question de gros bon sens d'avoir deux élections qui, on peut dire, là, il y a 8 jours entre les deux différences. En même temps, ça va amener juste de la confusion, des problèmes de logistique. Je pense que j'invite tout le monde à travailler dans le bon sens. Merci, M. Lefebvre. C'est appuyé par Mme Pelletier et c'est adopté à l'unanimité. Le point 32, Maître Cordeau, c'est les documents déposés. La parole est à vous. Merci, M. le maire. Alors, premièrement, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dépôt est effectué du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter à l'égard du règlement numéro 731, autorisant des travaux de prolongement de l'égout sanitaire aux abords de l'avenue de l'Aéroport et du boulevard Laurier-Ouest au coût de 1 282 900 $ et décrétant un emprunt de 1 282 900 $. Et B, la liste des salariés non permanents embauchés par la Ville de Saint-Hyacinthe, et ce en vertu de l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes et de l'article 3 du règlement numéro 263 concernant la délégation de pouvoir autoriser des dépenses et passer des contrats. Alors, dans le cas présent, un poste de manœuvre à la réception des matières organiques, 2 postes de manœuvre au parc et horticulture, 2 postes de manœuvre à la voirie, 1 préposé à la réglementation et 1 manœuvre aux eaux usées et bio-béthanisation, M. le maire. Merci, Maître Cordeau. Le point 33, c'est la seconde période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? On n'a pas de questions dans la salle. Le point 34, c'est la levée de la séance, proposée par Mme Pelletier, appuyée par M. Bousquet, de déclarer la levée de la séance à 20h17. Merci pour votre écoute et bonne fin de soirée à vous tous. Au revoir. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.